Retour à la voie libre avec Jean-François Martin. Bonjour, vous êtes conseiller de Paris, le conseiller de Paris du MoDem, puisque vous avez succédé à Marielle de Sarnez. Dans un MoDem, il faut le dire, Naïk, qui n'est pas très en forme. Ben non, moins de 4% régional, plus de groupes et de représentation au sein du conseil régional. Et le problème du MoDem, c'est qu'il fait des scores de plus en plus bas au fur et à mesure de chaque élection depuis 2007. Donc on n'est pas dans une bonne dynamique. Alors le départ de Marielle de Sarnez, donc qui quitte le conseil de Paris où elle était la seule représentante du MoDem, est-ce que c'est un signe d'un renouvellement que vous incarneriez, puisque vous avez 28 ans et vous avez été président de la FAGE, qui est un syndicat étudiant qui était ni à gauche, ni à droite, mais est-ce qu'au contraire vous êtes un signe de fermeture et de reprise en main, car vous êtes un homme d'appareil, vous travaillez au MoDem, vous êtes responsable de la communication du parti, François Bayrou. Alors je crois qu'avant tout c'est pas un symbole nouveau, c'est le prolongement de quelque chose. Vous avez effectivement parlé des scores aux différentes élections, les régionales étant les dernières, un score qui n'est pas satisfaisant, dont on ne se réjouit pas, mais si d'un point de vue purement comptable, ça n'a pas été une bonne élection, d'un point de vue politique et symbolique, on a porté ce qu'on veut porter depuis 2007, c'est-à-dire cet espoir de renouvellement. En Ile-de-France, Alain Delium, alors effectivement, le score est peut-être pas aussi enthousiasmant que ce qu'on espérait, mais Alain Delium, ça a été un homme issu de la société civile, un homme chef d'entreprise. Il avait été présenté comme le Barack Obama francilien. En termes de résultats, c'est quand même très décevant. Oui, c'est peut-être décevant en termes de résultats. Le fait est que déjà, dans cet esprit, il y avait le renouvellement politique. Il y avait l'émergence d'une génération de politique nouvelle dans la vie politique française. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas encore, mais parce que ça prend du temps de s'ancrer en politique. Prenons les cadors et les caciques des grands partis, entre guillemets, traditionnels en Ile-de-France. C'est des implantations de 15 ans, de 20 ans. Alors c'est regrettable d'ailleurs, je le trouve. Je pense qu'on devrait pouvoir réussir plus vite. Je pense qu'on devrait pouvoir être plus rapidement en situation de représenter nos concitoyens. J'ai la chance de l'être et je crois que plein d'autres au mouvement démocrate le seront. On a des jeunes conseillers régionaux en Aquitaine qui n'ont pas encore 30 ans. C'est une vraie philosophie dans ce mouvement, mais ça prend du temps de faire émerger une génération de politique nouvelle. Mais cette baisse dans les élections, vous le traduisez pas par une perte d'influence dans le pays? Il faut évidemment lire le résultat des élections avec ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas fait des bonnes élections, on n'a pas su peut-être convaincre sur certains scrutins. Pour autant, je crois que les grands sujets qu'a évoqué François Bayrou lors de la présidentielle 2007, sur lesquels s'est fondé le mouvement démocrate, ces sujets, ils sont plus que jamais d'actualité. Si on a quelques minutes, quand on prend les grands sujets d'actualité, les retraites par exemple, on va aujourd'hui prendre une réforme qui va nous engager sur 30 à 40 ans. C'est-à-dire, il ne faut pas se mentir, 30 ou 40 ans, il y aura des alternances. Il y aura un pays qui va être tour à droite, à gauche, au centre, on l'espère. C'est typiquement le genre de sujet où les compromis nationaux, les grands accords nationaux au-delà des clivages sont utiles. Et typiquement où ce que dit François Bayrou a toujours beaucoup de sens. Et c'est pour ça que peut-être que électoralement on a perdu de l'influence. Je crois que le fond de ce qu'on dit résonne toujours dans l'opinion. Voilà. Mais au-delà de la perte d'influence, c'est une traversée du désert là. Mais c'est le prix de l'indépendance. J'ai envie de vous dire qu'on le savait en 2007 quand on a fait ce choix de dire nous n'allons pas passer plusieurs années. Vous pensiez que vous étiez sur une dynamique et que ça allait vous profiter. Mais évidemment qu'on pensait ça, mais on savait aussi que ça allait demander des sacrifices, que ça allait demander du courage. On savait que ne pas aller s'abriter dans le ronron d'une majorité bien confortable ou dans une opposition systématique, ça allait coûter, ça allait nous risquer des élus. Il y a eu des appels du pied quand même au mois de septembre, à l'automne, vers la gauche. Donc si le rapport de force, vous aviez pu l'installer, vous auriez rejoint la gauche. Donc quand vous dites l'indépendance, c'est un peu une indépendance forcée. Voilà, contrainte. C'est pas une indépendance contrainte. Marielle de Sarnez, quand elle allait en septembre à Marseille aux ateliers de Vincent Payon, d'ailleurs, ça me permet de remercier et de souligner le courage qu'a eu Marielle de Sarnez sur le non-cumul. À Paris, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de grands élus parisiens qui ont eu le courage qu'a eu Marielle de Sarnez, qui continuera à siéger pour les Parisiens et les Franciliens au Parlement européen. Courage, on va peut-être relativiser parce que c'était la seule représentante du MoDem. Donc quand on est un seul représentant d'une assemblée, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Et je vous signale qu'elle a cumulé les mandats entre 2001 et 2008. Donc elle s'est rendue compte au bout de 8 ans que c'était difficile à faire les deux. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra évidemment reparler de timing 15 fois. Aujourd'hui, elle l'a fait, contrairement à ceux qui ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, elle prône le renouvellement, elle prône le non-cumul et elle met en conformité les actes et les paroles. Et je crois que ça lui rend grâce. Mais pour revenir très concrètement à cette ouverture, à cette discussion, pendant 50 ans, le centre n'a discuté qu'avec la droite. Donc pendant une fois, Marielle de Sarnez va discuter avec des gens qui sont d'autres forces de progrès. Je crois que c'est juste le symbole du dialogue que l'on veut avoir avec toutes les forces républicaines de ce pays. Oui, mais c'était dans d'autres configurations. Maintenant, il y a une bipolarisation, il y a le quinquennat. Et donc se dire ni à droite ni à gauche en France, est-ce que c'est possible aujourd'hui quand on se dit ni à gauche ni à droite, mais surtout pas à droite? Mais nous, on le croit toujours parce que ni à droite ni à gauche, finalement, ça c'est du positionnement. Mais surtout pas à droite. Mais c'est du positionnement. Le vrai fond, c'est est-ce que ce qu'on dit aux Français,
est-ce que le projet humaniste que on a défendu, on a eu un congrès programmatique en décembre où on a écrit plus de 60 pages de programme, est-ce que ce projet il est juste ou pas à l'égard des attentes, des préoccupations des Français et des grands enjeux que la France auxquels la France doit faire face dans les années à venir. Aujourd'hui, on pense que ce qu'on a écrit, c'est juste. Vous vous revendiquiez d'un héritage de l'UDF. L'électorat de l'UDF, il était quand même à droite. Mais évidemment, pendant plusieurs décennies, le centre était allié avec la droite. Ouais. Le choix qui a été fait, et ça date depuis le début des années 2000, c'est de se dire la France a besoin d'un espace politique libre. Et finalement, c'est le sens de l'histoire. Regardez ce qui se passe en ce moment en Angleterre, où les libéraux-démocrates, dans un pays très bipartisan, beaucoup plus que le nôtre, où aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Lib Dem en Angleterre qui sont en train de faire l'élection outre-Manche. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de leadership? Parce que la personnalité et le management de François Bayrou a été très contesté. Il y a une hémorragie. Il y a beaucoup de cadres qui sont partis. Alors je constate, il y en a eu quelques-uns. Effectivement, il y en a eu quelques-uns, y compris en Ile-de-France. Oui. Je constate juste, et je reviendrai là-dessus, qu'aucun n'est parti en disant la vision que défend le mouvement démocrate, l'analyse que fait François Bayrou de la France, le projet que nous portons au mouvement démocrate pour la France, aucun n'a dit c'est pas le bon. Non, mais la façon dont il manage le parti, oui. Il y a eu quelques errements là-dessus, mais je crois que le plus important, ce qui intéresse les Français et les Franciliens, c'est quel est le projet que vous proposez. Et moi, il y a une amie du MoDem qui connaît assez bien François Bayrou qui me dit c'est un excellent candidat à la présidentielle, mais c'est un très mauvais chef de parti. Est-ce que ça résume pas sa personnalité? Je crois pas, loin de là. Je crois que c'est quelqu'un qui a su bien avant rassembler et faire venir à lui quand même un certain nombre de générations de politiques qui ne croyaient pas en la politique, qui ne croyaient pas dans les appareils politiques, qui ne croyaient pas dans les formations traditionnelles. Et il a su depuis 2007 faire venir un certain nombre de responsables associatifs, de citoyens engagés, comme moi je l'ai été, qui ont souhaité construire un espace politique. Et à ce titre-là, c'est un vrai rassembleur, un vrai constructeur de mouvements politiques nouveaux, avec des difficultés, avec évidemment, je ne sais pas vous dire que... il ne s'intéresse pas au quotidien, tout simplement. Pas vrai, mais vous ne pouvez pas dire ça. Au-delà de la personnalité de Corinne Lepage, mais il y a d'autres responsables qui sont partis. À un moment donné, ils avaient été séduits par le MoDem, par le positionnement du MoDem, et après ils ont été déçus. Mais là encore, est-ce que Corinne Lepage est partie en disant l'analyse que fait François Bayrou de la société n'est pas la bonne? Est-ce que Corinne Lepage est partie en disant le projet que porte François Bayrou et le mouvement démocrate pour le pays n'est pas le bon? Jamais elle n'a dit ça. Ce qui m'interroge sur les raisons réelles de son départ. Parce que je crois qu'on fait de la politique avant tout pour partager une analyse et un projet. Et ben voilà, aujourd'hui, qui est-ce qui est en situation d'offrir des postes? C'était Europe Écologie. À une époque, c'était nous. Je crois que le mouvement de Corinne Lepage est allé dans le même sens. Je crois que l'histoire lui donnera tort. Quelle solution il y a pour remonter dans les sondages et avoir plus d'influence dans l'opinion? C'est de dire on continue comme on change rien? Non, c'est pas rien changer. Il y a effectivement démontré toujours plus notre volonté de renouvellement, de non-cumul. J'en suis effectivement une incarnation, il y en a beaucoup d'autres. Je crois que les candidats au régional ont été dans toutes les régions de France des vrais candidats nouveaux qui se sont ancrés, qui vont pouvoir dire des choses différentes, nouvelles aux Français. Je crois que ça va faire bouger la vie politique. Et puis on va continuer à défendre ce projet, à expliquer ce projet qui est effectivement équilibré, qui est dans les mesures, qui est de dire que l'initiative individuelle en a besoin, mais en aucun cas, cette initiative individuelle, elle doit se confronter à la solidarité qui doit exister entre les générations, entre les Français. On va expliquer ça, on va expliquer les grands équilibres dans lesquels la France doit se placer. Mais en Ile-de-France, la campagne des régionales, elle n'a pas été ratée? Écoutez, la campagne en Ile-de-France, on fait globalement le même score qu'ailleurs en France. Je crois qu'on a subi un climat national qui n'était pas favorable. Et le score d'Alain Delierme est comparable à ceux de ses amis et d'autres candidats ailleurs dans les régions. On va peut-être parler de Paris. Le prochain conseil de Paris, c'est au mois de mai. Ça sera votre premier conseil de Paris. Tout à fait. Est-ce que vous préparez quand même à être tout seul? C'est-à-dire qu'il y a 162, je crois, conseillers de Paris. Vous serez le seul MoDem. Est-ce que déjà on vous donnera la parole? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du règlement intérieur du Conseil de Paris, mais voilà, je vais être dans le groupe des non-inscrits. Je partagerai mon temps de parole avec d'autres non-inscrits, mais je suis sûr que nous trouverons un moyen intelligent de se laisser tous parler. Non-inscrits dans la majorité ou non-inscrits dans l'opposition? Non-inscrits tout court. Non-inscrits tout court. C'est-à-dire que c'est... Je ne suis pas un nouvel élu finalement. J'étais conseiller d'arrondissement dans le 14e arrondissement, qui est par ailleurs un arrondissement qui est dirigé par un maire socialiste, donc de la majorité de Bertrand Delanoë. La position qui a été la nôtre avec Marielle de Sarnez et au Conseil de Paris et dans le Conseil du 14e arrondissement, ça a été, nous ne faisons pas partie de cette majorité, c'est vrai, c'est un nombre de points que nous ne partageons pas, mais nous ne sommes pas dans une opposition bête et méchante, systématique au projet de la mairie. Donc on a eu certains plaisirs. Je prends un cas symbolique pour le 14e arrondissement. Nous avons voté, lors du dernier conseil d'arrondissement, le réaménagement du site de Broussais, parce qu'on partageait les grands principes d'aménagement de cet espace qui compte beaucoup pour le sud de Paris. Là, il y a un grand projet qui a été présenté par Bertrand Delanoë, c'est rendre les berges un peu plus aux piétons et un peu moins à la voiture. Vous le soutenez? Alors,
c'est difficile. C'est ce que Marielle de Sarnez et on a défendu pendant la campagne municipale. On appelait ça, nous, la coulée bleue. À l'image de la coulée verte le long de la promenade plantée, des arbres, etc. Nous, on défendait la coulée bleue, cette coulée le long de la Seine qui redeviendrait aux piétons. Donc, sans aucun doute, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de l'aménagement urbain, reconquérir les quais de Seine, c'est une obligation. C'est le sens de l'histoire, là encore. Paris est l'une des rares grandes villes fluviales au monde qui profite aussi peu de son fleuve. Et d'un point de vue touristique, et d'un point de vue économique, la Seine est aujourd'hui un fleuve qui n'est pas utilisé, qui n'est pas valorisé, contrairement aux grandes villes fluviales du monde. Donc ça, c'est le sens de l'histoire, c'est vrai. Moins de voitures dans Paris aussi, c'est le sens de l'histoire, il faut le reconnaître. Pour la qualité de vie, pour des questions environnementales aussi, mais... Le projet de Bertrand Delanoë, il est assez raisonnable parce qu'il faut négocier avec le préfet de police de Paris qui est autorité en matière de circulation. Donc, est-ce que vous, le projet de Bertrand Delanoë, vous trouvez qu'il va assez loin ou qu'il est un peu timoré? Non, nous aujourd'hui, on trouve que le cap à suivre est le bon. On dit juste que pour l'instant, l'arrêt brutal tel qu'il a été annoncé de la circulation est une mauvaise solution parce que, à la fois, pour l'instant, c'est peu concerté avec les riverains et qu'aucune autre solution de mobilité n'a été présentée. On pense que c'est le sens de l'histoire. On pense que, par contre, tant qu'il n'y a pas de solution de mobilité alternative qui aura été proposée pour circuler le long des quais aux automobilistes, ils vont pas tous disparaître du jour au lendemain. Il faudra les mettre quelque part. Et si pour gagner en qualité de vie, en environnement, le long de la Seine, on va asphyxier le centre de Paris parce que, au-delà des questions de congestion de transport, on va avoir des pics de pollution, des pics de monoxyde de carbone dans les arrondissements qui vont récupérer les 40 000 voitures qui passaient quotidiennement sur ces tronçons-là. Donc, si Bertrand Delanoë apporte des réponses et des solutions en mobilité, nous on sera ravis de voter un projet qui est franchement un beau projet environnemental et d'aménagement urbain. Mais si je vous ai bien entendu, vous êtes pour moins de voitures dans la capitale. C'est le sens de l'histoire. Pourvu qu'on ait les vraies bonnes solutions alternatives, c'est le sens de l'histoire. Donc là, vous êtes plutôt favorable à la majorité de Bertrand Delanoë dans sa logique. Pas parce qu'il a une logique anti-voiture, Bertrand Delanoë. Il n'a pas une logique d'accompagner l'histoire vers moins de carbone, vers moins d'énergie fossile, vers moins de voitures. Il veut dissuader les automobilistes et faire un peu un combat anti-voiture. C'est pas le sens de notre combat. Le sens de notre combat, c'est d'accompagner le sens de l'histoire qui est celui-là pour des raisons aussi bien environnementales que des raisons de coût d'ailleurs. Sur le Grand Paris, est-ce que vous êtes favorable à la dynamique gouvernementale de créer un Grand Paris, une grande région, ou est-ce que vous êtes sur la ligne méfiance et attention à l'État jacobin? Je vais me faire plaisir, je vais être nini sur le coup. Trop facile. Non, sur ce coup-là, d'un point de vue des institutions, je crois que c'est très grave ce qui est en train de se passer. L'État est en train de décider à la place des Franciliens, veut décider à la place des Franciliens de ce qui se passe en Paris, dans ces communes limitrophes. Ça, c'est très grave. Il y a des élus locaux, il y a des conseillers généraux pour la petite couronne, il y a des conseillers municipaux et des conseillers de Paris pour la capitale. Il y a un conseil régional comme légitime, qui est le fruit d'un certain nombre d'élections, qui sont foulées aux pieds dans cette histoire, où Christian Blanc arrive de manière un peu autoritaire et descendante à affirmer un projet pour le Grand Paris. Donc, pour son efficacité du projet, parce que si on attend que tout le monde se mette d'accord, on n'en finit pas. Et là, il faut impulser une dynamique. C'est peut-être pas foulé aux pieds, c'est juste impulser une dynamique. Mais la dynamique sur un projet comme cela, il va falloir harmoniser un certain nombre de choses qui sont de l'autorité purement et simplement des élus locaux. La fiscalité, les transports, l'éducation. Et ça, on aura besoin des élus locaux. C'est pas en les prenant de manière un peu arbitraire qu'on y arrivera. Merci Jean-François Martin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de La Voix est libre. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.